le podcast qui parle des entrepreneurs réalisé par l'Action sociale retraite de Malakoff Humanis. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Et si on partageait. Aujourd'hui on se retrouve avec Nadia Quigné qui a créé la structure qui s'appelle l'Air Aéré et Céline Soignon qui travaille à l'Action sociale retraite chez Malakoff Humanis. Bonjour à toutes les deux. Aujourd'hui on va parler de ton projet Nadia qui s'adresse aux personnes âgées et particulièrement isolées. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de l'Air Aéré que tu as créé en 2019 ? Oui, bonjour. Donc l'Air Aéré est créé, je l'ai fondé en 2019, en octobre 2019 très exactement. Aujourd'hui, l'objectif et la mission de l'Air Aéré, c'est de maintenir le lien social et prévenir la perte d'autonomie des seniors ruraux, et en particulier ceux qui vivent à domicile et qui sont isolés, fragilisés par cette vie, parfois éloignés des services publics et éloignés de leur cercle proche. Pour cela, on agit sur leur santé physique, leur santé mentale et leur santé sociale en identifiant leurs besoins, attentes et désirs, en proposant des ateliers que l'on co-construit avec eux, en animant ces ateliers, et puis bien évidemment, pour une question d'amélioration continue, en analysant nos pratiques et en les remettant en question. On travaille beaucoup avec les collectivités du territoire du département du Rhône, puisque nous sommes basés dans le Beaujolais, et avec une solution particulière d'aller vers en itinérance, puisque depuis mai 2023, nous avons notre propre véhicule itinéraire aéré qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes à l'intérieur pour mener des actions collectives. Ma première question va plutôt concerner donc, ton parcours dans l'entrepreneuriat. Donc tu es entrepreneur depuis 2019, comme on le disait. Est-ce que tu as toujours eu envie d'entreprendre ou ce sont les circonstances qui t'ont amené finalement petit à petit à faire ce choix ? Alors je pense que j'ai toujours voulu au fond de moi être entrepreneur ou en tout cas entreprendre. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Je viens pas du tout du monde du social et c'est ma vie professionnelle qui à un moment donné m'a amené à cette réflexion d'entreprendre et à un parcours également d'un passage en école de commerce où j'ai vraiment identifié quelles étaient les valeurs qui m'animaient et qui me portaient pour que je puisse avoir un projet en phase avec ces valeurs-là. Et quels ont été les questionnements ou les peurs du début quand tu as démarré ? Alors, les questionnements ou les peurs du début, il y en a beaucoup. La première, c'était, comme je viens de le dire, je ne suis pas issue du monde social. Donc, c'était quelle est ma légitimité vis-à-vis de ce projet ? Ça, c'était le premier point. Ensuite, c'était je prends le risque de me lancer et du coup, quel risque et les conséquences si ça ne fonctionne pas. Ensuite, une autre peur était la réussite, mais plutôt aussi financière, puisque dans un premier temps, lorsque en 2019, on a créé l'association, puis lancé les activités en 2020, on s'est pris un Covid directement dès le départ. Donc il a fallu nous réinventer de suite. Et puis ensuite, on était initialement que des bénévoles. Donc ce qui permet de lancer, mais petit à petit, on a dû faire face à des recrutements. Aujourd'hui, on est 3, et donc les peurs, c'est effectivement aussi se dire de quoi sera fait demain pour qu'on puisse continuer à avancer et perdurer. Et est-ce que selon toi, il y a un profil type pour devenir entrepreneur ? Alors, un profil type pour devenir entrepreneur, oui, je le pense. Il faut oser. Il faut oser parler de son projet, il faut oser identifier, il faut avoir beaucoup d'empathie dans tous les cas, encore plus quand on est dans le monde social, mais quel que soit le projet, c'est en principe un projet qui est tourné vers les autres et pas forcément un projet qui est tourné vers soi, même si il répond
bien souvent et il est en phase avec nos propres valeurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut être effectivement persévérant. Il faut être un couteau suisse. Oui. Parce qu'il faut être capable de passer de la comptabilité au management, aller chercher des financements, être pas trop mauvais sur du rédactionnel pour répondre à des appels à projets. Oui, ça demande beaucoup de compétences. Ça demande des compétences multiples. Oui. Je dirais pas forcément beaucoup. Ça demande pas un niveau excellent dans tous les domaines, mais en tout cas, ça demande à minima de connaître tous les rouages de l'entrepreneuriat. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui que tu rencontres au sein de l'association ? Alors aujourd'hui, les difficultés que je rencontre au sein de l'association, moi je me définis comme un couteau suisse. Après, j'ai quelques lacunes, et en particulier sur les ressources humaines et sur le juridique. Donc c'est quelque chose qui peut pêcher, mais aujourd'hui on s'est entouré et encadré au sein du conseil d'administration de personnes qui ont ces compétences. Les difficultés que l'on rencontre plutôt sont liées à un changement d'échelle et au développement de la structure où on a une taille critique et à la fois il faut recruter de nouvelles personnes pour remplacer celles qui potentiellement partent, développer de nouvelles personnes dans l'optique d'aller vers de nouveaux territoires et puis en face il y a un aspect financier parce que même si on est une association et qu'on est non lucratif, pour autant, pour se développer, il faut quand même le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir les financements qui vont bien. Et pour revenir plus sur le projet de l'ARE, comment tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque dans ce domaine et qu'est-ce qui, selon toi, a créé finalement ce manque ? Alors, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un manque dans le domaine ? Déjà, je vis sur le territoire du Beaujolais depuis 18 ans maintenant. Je suis élu sur la commune dans laquelle je vis depuis 12 ans. Après, j'ai creusé. La première fois que j'ai parlé de cette idée, de ce projet, j'ai parlé d'un centre aéré pour seniors. Et puis, j'ai creusé, j'ai fait une étude de marché pour savoir ce qui existait, ce qui n'existait pas. Je suis allée à la rencontre des seniors de ma commune dans un premier temps, en allant rencontrer les clubs seniors, puis ensuite en allant rencontrer des élus pour connaître leurs besoins et leurs attentes, et surtout de quoi de quoi ils manquaient. Et tout ça m'a aidé à construire un projet. Ensuite, le point quand même important, c'est que tout au long de au moment où on est passé de l'idée à la réalisation du projet, on a aussi été accompagné par Ronalpia, donc un incubateur qui nous a permis de vraiment nous questionner et de mettre toutes les forces possibles pour que l'on puisse aller au bout de cette idée et de ce projet. Donc ça, c'était plutôt important. Et enfin, dès le départ, on a pu avoir le soutien de la conférence des financeurs du département du Rhône, et qui nous a également partagé des dossiers d'études faits par des cabinets conseils experts dans le domaine du bien vieillir. Et donc de travailler sur le sujet de qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui n'existait pas, comment on pouvait être complémentaire. Voilà, aujourd'hui, après, qu'est-ce qui a changé entre 2019 et aujourd'hui ? Pas grand-chose. Les personnes vieillissantes vivant en milieu rural sont isolées, et isolées parce qu'il y a un manque de mobilité, un manque de transport, isolées parce que leur famille est éloignée, qui perdent leurs proches, et de ce fait-là, il n'y a pas de gros changements, même si le Covid a parfois beaucoup creusé vis-à-vis de ce sentiment de solitude et d'isolement. Et après, je voulais te poser la question, mais finalement, tu y réponds un petit peu. Je voulais te demander si
si l'idée de départ avait beaucoup évolué, mais finalement tu nous dis que oui, d'une certaine façon. Alors l'idée de départ, elle a évolué, oui, initialement, en fait, très vite, moi j'ai imaginé que nous devrions être itinérants pour répondre à un besoin large de la population. Dans un premier temps, nous avions imaginé être dans des salles qui étaient mises à disposition par les collectivités. Et puis, la crise Covid nous a fermé les portes des salles, premièrement. Après, on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément non plus la solution idéale, même si c'est une solution plutôt sympathique. Mais le fait d'avoir notre propre véhicule qui part à la rencontre des populations et qui peut aussi les prendre en charge pour que l'on puisse les transporter, c'est une réponse double aux besoins, donc Plus pertinente. et plus pertinente. Il n'y a pas d'autres gros changements en fait. Et aussi, tu nous le disais un petit peu, mais plus au niveau du secteur, pas forcément au niveau des personnes âgées. Est-ce que toi, tu vois aussi une évolution dans le bon ou dans le mauvais sens sur ce qui se passe autour, sur les acteurs? Alors, sur le domaine du bien vieillir, aujourd'hui, on, on a la chance de voir les choses qui évoluent. Alors, même si elles n'évoluent pas forcément au rythme où on aimerait tous qu'elles évoluent, mais en tout cas, il y a eu une vraie prise en charge à la fois au niveau de l'État et des règles quant à la définition des aidants, quant à la prise en charge des aidants, à la prise en charge des seniors. Et pour autant, entre 2017 et 2021, si on s'en tient aux études des petits frères des pauvres, on est passé de 300 000 personnes en état de mort sociale en 2017 à 530 000 en 2021. Donc ça signifie qu'il faut accélérer un peu plus les choses. Mais aujourd'hui, de plus en plus de structures privées et publiques se tournent vers cette problématique-là. Et tous ensemble, on devrait arriver à répondre à la problématique. Et donc tu as été amenée à travailler donc avec d'abord Cécile, puis Céline qui est donc présente aujourd'hui. Donc ensemble vous avez travaillé sur différentes choses. Pour revenir sur votre collaboration, est-ce que tu connaissais déjà l'action sociale de Malakoff Humanis? Tu connaissais leur accompagnement? Ou alors tu as découvert vraiment le fonctionnement un peu par hasard? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en 2019, on a été accompagné par Ronalpia et Malakoff Humanis est un partenaire de cet incubateur, donc on a pu être mis en lien. Dans un premier temps, moi j'avais identifié Malakoff Humanis plutôt comme effectivement une caisse de retraite, puisque sortant du privé, j'avais cette case-là sur mes bulletins de salaire. Mais effectivement, j'avais pas forcément au départ identifié tout ce que l'action sociale de Malakoff pouvait nous proposer et faisait. Et puis, entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses et on a construit plein de choses. Donc Céline, je me tourne maintenant vers toi. Donc tu es arrivée à l'action sociale retraite donc en 2023. Tu n'étais pas présente donc au début du partenariat. Est-ce que tu peux me dire ce que vous avez fait dans le cadre de ce partenariat en amont et ensuite quand tu es arrivée, ce que vous avez mis en place? Alors en amont, il y a eu un contact avec l'RRE via un partenaire qui était partenaire Malakoff Humanis qui s'appelait WeFund, qui récupère auprès d'entreprises du matériel informatique pour le reconditionner et qui le redistribue auprès de structures qui ont un souhait d'accompagnement au numérique, font de l'éducation numérique. Et MH soutenait le projet de faire bénéficier deux structures qui voulaient développer des ateliers numériques à destination des seniors. Et donc la RRE a été bénéficiaire d'ordinateurs fixes et portables en soutien aux ateliers qu'il menait. Et mon premier contact donc, avec Nadia date de cette journée où on a remis le matériel, donc ça date de mai 2023. Et puis depuis, il s'est passé effectivement beaucoup de choses parce que était en germe le projet d'étendre le périmètre géographique de l'RARE et on a travaillé ensemble sur ce projet d'extension.
qui s'étend sur plusieurs départements, puisque l'aire aérée est située à la jonction du département de l'Ain, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Donc en fait avec une capacité d'expansion vraiment importante. Après, Oui, je voulais demander aussi pour la suite, du coup, comment ça se passe, si une fois que vous faites différentes actions, comment ça se passe, vous restez en contact, vous continuez à travailler ensemble? Oui, de toute façon, on est en contact pour plusieurs raisons, parce que pour le projet initial d'extension, enfin de changement d'échelle, il y a un suivi qui ne s'arrête pas avec le versement de la subvention, puisqu'on fait le point sur les nouvelles implémentations, le nombre de contacts avec les communes, parce que rien ne se passe sans l'aval des communes, et sur l'évolution du nombre de bénéficiaires, puisqu'en fait, ce point est primordial. L'objectif, c'est d'aller chercher les personnes, comme le disait Nadia, qui sont isolées dans des endroits très reculés. Donc voilà, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie à ce qui est fait. Et puis on est en contact pour l'élaboration de nouveaux projets. L'année dernière, Nadia m'avait confié à présenter les dispositifs Agir Carco et Malakoff Humanis en lien avec les aidants dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Et cette année, toujours à l'occasion de cet même événement, on est en train d'organiser quelque chose avec un périmètre plus élargi, en tout cas en termes de partenaires et puis de périmètre géographique, puisqu'on est sur un projet à la fois de forum des associations ou de structures qui sont en lien avec les aidants et de théâtre forum. Donc la partie forum, on pourrait avoir des personnes, enfin des structures en lien avec des accueils de jour, des séjours de répit, d'autres qui proposent des groupes de parole. On est vraiment sur ce travail de recherche là pour balayer le plus largement possible. Et sur la partie théâtre forum, donc c'est précédé d'ateliers de co-création, donc à l'initiative des aidants qui nourrissent le script et qui joueront ou pas le rôle dans la pièce, puisqu'on s'appuie également sur un collectif d'acteurs qui viennent avec leur professionnalisme de manière à avoir un projet le plus abouti possible. Donc là, on est vraiment sur cette phase préparatoire. Et tu me demandais comment on travaillait ensemble. Moi, je dirais qu'on travaille vraiment très simplement et très facilement ensemble. On est vraiment dans la coopération. On se partage nos contacts, on se partage notre réseau. L'objectif, en tout cas, c'est que ça se passe le mieux possible, parce que elle a une connaissance que je n'ai pas et inversement. On veut mailler le territoire le plus finement possible et on réfléchit vraiment ensemble sur ce projet et puis sur plein d'autres choses. En tout cas, moi je dirais que encore une fois, on est dans l'échange. Oui, c'est vraiment un travail de co-construction. Tout à fait. Et de manière plus générale, quels sont tes questionnements, tes possibles freins pour démarrer un partenariat? Je dirais que la phase essentielle pour démarrer le mieux possible, c'est déjà de bien connaître le partenaire. Quelle est sa raison d'être, son projet, quelle réflexion a été à l'origine de sa genèse, est-ce qu'il a fait une étude? Et Nadia le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a toute cette phase de questionnement qui est nécessaire aussi aux partenaires de manière à pouvoir présenter quelque chose. En tout cas, de quel constat il est parti pour construire sa proposition et ce qu'il attend de nous, parce que nous, notre action, elle peut être vraiment très multiple. Est-ce que c'est de la mise en relation partenariale? Est-ce que c'est un soutien en termes de communication? Est-ce que c'est d'ordre financier? On peut faire aussi de la montée en compétences avec une intégration à un programme d'incubation ou avec une mise en lien avec Pro Bono Lab. En tout cas, nos propositions, elles peuvent être complètement diverses, mais il faut déjà bien comprendre quelles sont les attentes et les besoins du partenaire. Mais au-delà de ça, il y a un postulat de base qui est que le projet, il doit être dans le périmètre défini par notre organisme de tutelle qu'est l'Agir Carco, qui nous donne des orientations prioritaires qui sont actuellement donc l'Agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge, et le deuxième c'est l'accompagnement des aidants. Donc la première étape, c'est vraiment la vérification que le projet rentre bien dans l'une de ces orientations.
Bon, c'est un point qui est primordial, mais c'est pas suffisant parce que la deuxième étape, et Nadia le disait aussi, c'est-à-dire qu'on vérifie dans quelle mesure le projet répond à des besoins de territoire et qu'il n'y a pas déjà des réponses qui sont présentes sur ce territoire-là. Donc, on soutient tout ce qui est, trou dans la raquette. On ne vient pas rajouter une couche supplémentaire à ce qui existe déjà. Et ça suppose à la fois une connaissance du territoire et des structures qui existent et de leur périmètre respectif. Je souhaite rebondir, si possible, sur ce que vient de dire Céline, où effectivement, il y a aussi de l'accompagnement. Et Céline, tu parlais de Pro Bono Lab. Mais cette année, en 2024, l'AIRE a intégré un programme qui s'appelle Size Up, qui est porté par Entropia ESSEC, sur de l'évaluation et de la mesure d'impact social. Ce qui était nécessaire effectivement dans notre analyse de pratique, mais aussi pour s'assurer que ce que l'on fait est correctement fait, quel impact nos actions ont vis-à-vis d'une partie prenante. Et ce programme-là, on ne l'aurait pas fait sans le soutien de Malakoff Humanis aussi. C'est un des soutiens qu'on peut proposer aux structures. Donc on voit effectivement qu'on va bien au-delà d'un lancement de projet. Voilà. On réfléchit aussi sur le long terme et la mesure d'impact, c'est quelque chose qui sera incontournable pour toutes les structures et ça suppose aussi une acculturation. Mais je trouve que là, c'est quand même... on le perçoit un petit peu partout dans tous les projets et les porteurs de projets sont désormais sensibilisés. Au moins, ils connaissent un peu ce qui se définit derrière une mesure d'impact. Et charge à nous aussi de les aider à mûrir sur le sujet. Merci. Donc ici, c'est ce que j'appelle la carte blanche. Donc Nadia, je t'ai proposé en amont de cet échange s'il y avait un sujet en particulier, soit concernant la RE, soit le secteur dans lequel tu travailles ou ton parcours, sur lequel tu souhaitais donc faire un zoom. Donc je te laisse faire une carte blanche. Alors merci Philippine, le choix était compliqué de cette carte blanche. Néanmoins, mon choix s'est plutôt porté sur le comparatif entre l'entrepreneuriat et la mission d'un entrepreneur, ou en tout cas le rôle d'un entrepreneur, et ce qu'un marathonien fait au quotidien. Un marathonien, pour pouvoir faire 42 km avec, dans un premier temps, un objectif qui se fixe, et ben ça veut dire qu'il s'entraîne. Et ben un entrepreneur, il a un objectif, il a une idée à développer. Son entraînement, c'est tout d'abord de parler de ce qu'il souhaite faire. Et puis ensuite, c'est d'établir un plan d'action. Dans un cas, on met un programme pour aller courir. Et ben dans l'autre cas, on va faire son étude de marché. Puis ensuite, on va aller rencontrer des personnes. Ensuite, on va tester. Et ainsi de suite. Ça, c'est sur la phase de lancement. Sauf qu'un marathonien, ça, c'est dans la durée. Et ben l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et un entrepreneur, c'est pareil. On vit avec des hauts et des bas, avec de très bons moments qu'on apprécie et qu'on célèbre. Mais parfois aussi, on passe par des phases un peu plus compliquées. Je le disais tout à l'heure, un changement d'échelle, des financements qui arrivent tardivement, des recrutements qui sont difficiles à réaliser, etc. Et donc, il faut effectivement de l'endurance, de la persévérance, ne jamais lâcher. Et puis être entouré pour ne pas lâcher. C'est important aussi. Et c'est important également de diversifier, alors pas forcément diversifier ses activités, mais en tout cas diversifier ses parties prenantes et les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et je ne parle pas spécifiquement de ressources financières, mais aussi effectivement, comme le disait tout à l'heure Céline, des partenariats de confiance. Et puis des personnes qui connaissent ou pas, mais en tout cas qui partagent parfois les mêmes expériences que nous. Donc en tout cas, ce que je dirais demain aux futurs porteurs de projets, c'est oser en parler, tester et accrochez-vous. À la fin, il y a une bonne étoile qui sera au-dessus de votre tête et vous pourrez continuer à avancer. Ce podcast touche à sa fin, donc un grand merci pour votre présence. Merci pour accepter de venir témoigner.
Donc Céline, tu es présente si on veut te retrouver sur LinkedIn. Pour rappel, donc tu travailles dans le Rhône, hors métropole et dans l'Ain. Et Nadia, on peut également suivre ton aventure donc sur LinkedIn. Un grand merci, à bientôt.